Bienvenue à C'est entre nous. Bonjour à tous. Comment un homme qui est sous le coup de sanctions internationales, Ouais. un mec recherché pour financement du terrorisme et genre des évasions multiples, peut entrer super calmement dans une institution de l'État, En plein jour, hein. en plein jour, pour y inscrire un parti politique et en ressortir libre comme l'air, quoi. C'est un truc de fou, on dirait vraiment un scénario de mauvaise série politique. Complètement, mais en fait, c'est pas de la fiction. C'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques jours à Port-au-Prince. Exactement. Du coup, aujourd'hui, on se lance dans un grand décryptage, une vraie plongée au cœur de l'actualité, pour essayer de capter une réalité qui, franchement, défie toute logique. Et c'est pas simple. Non, c'est clair. On est le 18 mars 2026, et l'idée de cette analyse, c'est vraiment de synthétiser une montagne de sources brutes. Ouais, on a épluché des rapports de terrain, des vidéos amateurs. Des analyses géopolitiques aussi, tout ça pour comprendre un peu la mécanique interne d'Haïti aujourd'hui. Et pour le coup, ça demande vraiment d'abandonner nos grilles de lecture classiques. C'est-à-dire. Pour comprendre les dynamiques actuelles là-bas, on peut pas juste isoler la politique d'un côté et la sécurité de l'autre. Ah oui, c'est un tout. Voilà. Même la météo joue un rôle. Les gros titres, ils vont te parler d'arrestations spectaculaires ou des gangs. Ouais. Mais sur le terrain, en vrai, c'est l'intersection entre un climat super lourd, des transports improvisés et des manœuvres politiques ultra cyniques qui dictent la survie des gens. La survie au quotidien, quoi. Exactement. Faut vraiment observer les rouages. Comment une action déclenche une réaction en chaîne. Bah écoute, entrons dans ces rouages. Le programme, il est chargé, hein. On va partir des rues brûlantes de Port-au-Prince, Avec des défis logistiques juste hallucinants. c'est ça, pour aller jusqu'au salon feutré d'un hôtel de luxe à Pétionville. Là où le coup de théâtre a eu lieu. Ouais. Et on finira sur l'onde de choc de tout ça, qui frappe de plein fouet la diaspora. Un programme dense. Très dense. Mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, le 18 mars, faut déjà commencer par l'air qu'on y respire, en fait. L'atmosphère au sens propre, quoi. Voilà. En ce moment, c'est la transition vers la saison des pluies. Il fait genre 30, 32 degrés. Et c'est pas une petite chaleur sèche, agréable. Ah non, c'est une humidité écrasante. L'air est lourd, il est collant avec des grosses averses isolées. Ouais, une vraie chape de plomb. Et en lisant nos sources, il y a une image qui m'a frappée. On compare Port-au-Prince à une cocotte minute. L'image est forte. Et c'est pas juste un cliché, tu vois. Physiquement, la chaleur transforme l'eau en vapeur. La pression monte. Et si la soupape est bloquée? Bah, l'énergie devient destructrice. C'est exactement la transposition de la pression psychologique d'une ville qui est en fait assiégée. C'est complètement ça, et pour le coup, la soupape est bien bloquée. Ouais. Les gangs armés, ils contrôlent toujours entre 80 et 90% de la capitale. 90%. C'est énorme. C'est énorme. Les gens, ils ont nulle part où évacuer cette tension. On parle quand même de plus de 1,4 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays. C'est vertigineux. Surtout que le système de santé s'effondre en parallèle. Complètement. Il y a une résurgence très sévère du choléra, qui est d'ailleurs amplifiée par cette fameuse météo humide. Et le manque d'assainissement, j'imagine, hein. Voilà. Rajoute à ça une insécurité alimentaire chronique. La population, elle est vraiment piégée dans cette moiteur étouffante. Pourtant, j'ai lu un truc qui m'a laissé un peu perplexe dans un rapport de l'ONU. Hein? Quoi donc? Au milieu de cet enfer, l'expert mentionne une, je cite, lueur d'espoir. Ouais, je vois de quoi tu parles. Enfin, je veux bien être optimiste, hein, mais comment tu justifies une lueur d'espoir quand 90% de la ville est aux mains des gangs? En fait, faut le voir sous l'angle de la psychologie collective. C'est pas juste des stats de territoires repris. D'accord? Récemment, la police nationale a réussi à reprendre le contrôle de quelques secteurs stratégiques. Ok, donc ils sont un peu plus présents. Exactement. Ils sont plus visibles, plus offensifs. Et dans un vide institutionnel pareil, pour un citoyen, Voir un uniforme, ça change tout, hein. c'est ça. Voir l'État faire une vraie démonstration de force, c'est un choc psychologique majeur. Ça recrée l'idée qu'on peut encore être protégé. Je capte l'effet psychologique, mais il y a un gros point aveugle là-dedans, non? Tu penses aux dommages collatéraux? Bah oui, la facture humaine de ces opérations. Nos sources parlent de frappes de drones par les forces de sécurité, Ouais. qui auraient fait plus de 1200 victimes civiles depuis fin 2025. 1200. C'est un bilan colossal et tragique. Et la presse qui est censée documenter tout ça, elle est elle-même ciblée, hein. Il y a 2 journalistes qui ont été enlevés récemment au centre-ville. C'est le gros paradoxe de cette réponse militarisée. Les gens sont pris en étau, en fait. Totalement. D'un côté, la police visible, ça redonne espoir. De l'autre, leurs méthodes détruisent le tissu social. Et puis, reprendre un carrefour au drone, ça règle pas les problèmes de fond, quoi. Ah bah non.
Ça règle ni la corruption, ni l'impunité, ni la justice qui marche pas. C'est des gains hyper fragiles du coup. Très fragile. C'est posé sur des fondations complètement en ruine. Ce qui nous amène direct à la façon dont cette pression, elle modifie la ville physiquement. La géographie de Port-au-Prince, ouais. C'est un truc fascinant dans les rapports. Le trafic, ce matin du 18 mars, il suit pas les embouteillages classiques. Non, il obéit au son des balles. C'est ça. Des zones comme Kenskov ou la zone de la Téléco, elles se sont réveillées sous des tirs hyper nourris. Des tirs qui avaient commencé la veille, vers 20h42 précisément. Ouais, c'est super précis. Mais le plus dingue, c'est que malgré tout ça, les transports en commun continuent de tourner. L'informel s'adapte toujours. En regardant les trajets, j'ai eu l'impression de voir un fleuve, tu vois. Ah, l'analogie est bonne. Bah ouais, tu mets un barrage au milieu de l'eau, elle s'arrête pas. Elle trouve une faille, elle creuse un nouveau lit et elle continue de couler. C'est exactement ce qu'ils appellent la transplantation sur le terrain. La transplantation, Ouais. Ce système de moto-taxi, de tap-tap, il a une plasticité dingue. il s'en forme comment du coup? Ça va super vite sur les réseaux, sur les groupes WhatsApp. Dès qu'un affrontement éclate, le flux change direct. Genre des trajets entiers qui se créent de nulle part. C'est ça. Par exemple, ce matin, on a vu des déviations massives depuis Duplan vers Thomassin ou La Boule. Et il continue sur les grands axes. Oui, les motos roulent toujours sur Delmas 48 ou la Panaméricaine. Pas parce que c'est 100% sûr. Mais parce que c'est praticable à cet instant T. Exactement. C'est vraiment la géographie de la survie redessinée minute par minute. Et ça transforme complètement des quartiers qu'on pensait intouchables, genre Pétionville. Pétionville, c'est méconnaissable aujourd'hui. Nos sources sont folles là-dessus. L'ouverture, l'ancien cimetière, il y a des familles déplacées entières qui dorment par terre sur les trottoirs. Et le pire, c'est la désintégration des normes sociales. Ah oui, les signalements dès l'aube. Ouais. Des plaintes pour prostitution juste à côté des écoles, les gens sont obligés d'appeler le magistrat à 5h30 du matin. À 5h30 ? C'est dire l'urgence. Quand la survie devient le seul objectif, toutes les frontières symboliques explosent, même les abords des écoles. L'espace public, c'est juste une zone de subsistance. C'est effrayant. Et face à ça, la réaction des citoyens est parfois inattendue. Tu penses à Carrefour Feuille. Oui, j'ai bugué en lisant ça ce matin. On signale des barricades, des pneus enflammés. Le grand classique de Port-au-Prince. Sauf que d'habitude, c'est les gangs ou des manifs contre l'État. Là, c'est les habitants eux-mêmes qui bloquent tout. Et pas pour n'importe quelle raison. Mais oui, ils font ça pour protester contre le renvoi du commandant de police du coin, Jacques Cadet. Ils bloquent leur propre quartier pour exiger qu'un flic reste. C'est l'inversion totale des rôles. C'est l'illustration du vide de l'État. C'est clair. En gros, la rue utilise des méthodes illégales, genre la barricade, pour exiger le maintien de l'autorité légale. Ce Jacques Cadet, c'est un peu la lueur d'espoir incarnée pour eux. Exactement. C'est un rempart pour ses résidents. Ils sont tellement désespérés de trouver de la protection qu'ils font leur propre blocus préventif. C'est du pragmatisme à l'état pur. D'ailleurs, on retrouve ce pragmatisme dans les demandes hallucinantes faites au nouveau ministre des TPTC. Les travaux publics, oui. Les gens appellent pas pour dire réparer la route au canapé vert ou à bois patate, parce que ça abîme ma voiture. Non, le confort, on oublie. Ils veulent qu'on bouche les nids de poules pour pouvoir fuir plus vite en cas d'attaque. La route est lue uniquement à travers le prisme de l'évacuation d'urgence. Un nid de poule, c'est un piège mortel en cas d'embuscade. C'est fou. Donc, pendant que le citoyen a pris pour pas coincer sa roue dans un cratère sous les balles, il y a un monde parallèle qui vit dans la même ville. La sphère politique. Et ça nous ramène à mon intro. Le 14 mars, l'arrestation de l'ancien député Arnel Bélizaire. Par la Direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ. Le mec se fait serrer à l'espace-restaurant de l'hôtel Oasis, à Pétionville. Un hôtel de grand luxe, le contraste est dingue. Bah oui, ça montre bien la proximité entre les sphères de pouvoir et la criminalité, surtout avec le pédigré du gars. Ah, son profil est lourd. Évasions multiples, y compris la fameuse évasion géante de 2024, orchestrée par les gangs. Et il est sous le coup de sanctions américaines pour corruption. Voilà. Et les charges de la justice, là, c'est pas des petites contraventions, hein. Financement du terrorisme, complot contre la sécurité de l'État, association de malfaiteurs. Des charges gravissimes. Donc, explique-moi, comment ce même mec, 2 jours avant son arrestation, le 12 mars, a pu se pointer en plein jour au Conseil électoral provisoire, le CEP, pour enregistrer son parti, la plateforme de libération pour les élections de 2026. C'est là qu'on voit la porosité totale des frontières entre l'État formel et les réseaux criminels. Mais comment c'est possible? La police dort? C'est pas une question d'incompétence policière, c'est une question de couverture politique. Ah! En Haïti, avoir un mandat d'arrêt ou des sanctions internationales, ça te met pas forcément hors jeu. Tant que tu as des réseaux d'influence, tu es utile. Donc le 12 mars, il se sentait intouchable.
Il estimait que sa couverture le protégeait. S'il se fait arrêter le 14, c'est que cette protection a sauté. Ou qu'il y a eu un gros basculement de pouvoir en coulisses. L'état de droit à la carte, quoi. C'est un outil négociable selon les alliances, oui. D'ailleurs, pour être totalement impartiaux avec nos sources, faut préciser ce que dit la défense des Bélisards. Il est toujours en garde à vue, au passage. Oui, toujours gardé à vue ce 18 mars. Lui, il rejette Pou. Pour lui, le terrorisme, c'est un coup monté. Il parle de persécution politique pour l'empêcher de se présenter aux élections. Et il pointe du doigt des anciens alliés. Exact, il cite nommément Nenel Kassi et Yuri la Tortue. Il crie à la trahison interne. Que ce soit vrai ou purement stratégique, ça montre la tension avant les élections de 2026. L'appareil judiciaire serait instrumentalisé. C'est une vieille méthode pour purger ses adversaires. Surtout que beaucoup de politiques ont des liens avec les groupes armés, donc l'accusation de financement du terrorisme, c'est l'arme parfaite. La ligne entre la justice et le règlement de compte est quasi invisible en fait. Totalement invisible. Et tout ce cynisme, cette violence, l'onde de choc s'arrête pas aux frontières. C'est le dernier gros point de notre analyse, la diaspora. Une diaspora qui est sous une pression énorme. Ouais. Sur les réseaux sociaux des communautés à l'étranger, l'ambiance est hyper lourde, zéro fête. Ils sont angoissés par le pays et terrifiés par leur propre situation. Aux États-Unis notamment. Aux États-Unis, ouais, dans l'Ohio à Springfield. T'y crois qu'ils ressortent les rumeurs débiles de 2024 sur les immigrés qui mangeraient des animaux de compagnie? C'est aberrant. Et ça s'ajoute à la vraie peur de voir le TPS, le statut de protection temporaire, purement révoqué. C'est la double peine, surtout en Floride. En Floride, c'est le summum de l'ironie en vrai. Ah bah, l'économie des soins repose sur eux. Les maisons de retraite, les hôpitaux. C'est une main-d'œuvre vitale, mais politiquement, les discours locaux les traitent comme des indésirables, avec des stéréotypes violents et des menaces d'expulsion. Imagine la charge mentale de ces gens. C'est inimaginable. Ils enchaînent des doubles gardes dans une maison de retraite à Miami, et en même temps, ils scrollent frénétiquement pour voir si leur famille à Kenskoff a survécu à la nuit. Tout en subissant un racisme quotidien. Exactement. Les rapports parlent d'ailleurs de cette vidéo virale qui tourne encore avec Mythe Louis Jeune. L'officier correctionnel haïtien de Miami-Dade, oui. Ouais, la violence des débats autour de cette vidéo sur la légitimité des Noirs immigrés à exercer une autorité, c'est fou. On veut bien qu'ils nettoient, mais pas qu'ils dirigent. Et c'est un phénomène global, pas qu'américain. Ah oui, la République dominicaine? C'est dramatique. Ils font un vrai nettoyage des registres d'état civil, annulant des papiers d'identité en masse. Des milliers de personnes d'origine haïtienne deviennent carrément apatrides. Et même en France, nos sources relèvent un racisme très décomplexé en ligne visant la communauté. Heureusement, il y a une réaction hyper forte face à tout ça. Un appel à l'unité incroyable. Avec le hashtag « Ensemble nous forts »,« Ensemble nous sommes forts ». Ça sature les réseaux. Et on voit un gros rejet de la classe politique traditionnelle haïtienne. Qui est perçue comme responsable du désastre. C'est ça. Du coup, il se rattache à les piliers culturels. Le nom de Wyclef Jean revient tout le temps, par exemple. Comme une bouée de fierté nationale. Exactement. Loin de l'image des gangs. En fait, le destin de la diaspora est lié au pays. L'image de chaos politique avec un Bélisaire, ça donne des munitions au mouvement xénophobe à l'étranger. La discrimination dépend direct de la santé du pays. C'est ça. Franchement, ce décryptage nous a balancé des contrastes de fou. C'est vertigineux. D'un côté, t'as cette ingéniosité incroyable des citoyens qui redessinent le trafic sous les balles, comme un fleuve. Des gens qui brûlent des pneus pour garder un flic. Ouais, cette résilience-là. Et de l'autre, des politiques cyniques qui passent d'un mandat d'arrêt à un dîner de luxe et qui nourrissent une crise qui va frapper jusqu'aux travailleurs en Floride ou dans l'Ohio. Et d'ailleurs, pour conclure là-dessus, il y a une question qu'il faut vraiment se poser. Je t'écoute. On dit souvent que la diaspora, c'est la bouée de sauvetage financière d'Haïti grâce au transfert d'argent. C'est ce qui fait tourner le peu qui reste. Exactement. Mais si ces communautés, que ce soit en Floride, dans l'Ohio ou en République dominicaine, continuent d'être marginalisées, Ouais. et si ces expulsions massives se concrétisent, qu'est-ce qui se passera pour l'équilibre d'Haïti le jour où ce cordon ombilical financier sera brutalement coupé? C'est une perspective qui fait froid dans le dos. C'est l'enjeu non dit de cette crise globale. Et ça boucle avec notre cocotte minute du début. Si l'argent s'arrête, la pression à Port-au-Prince va atteindre un niveau qu'on n'a jamais vu. L'économie de survie va juste s'effondrer. Complètement. Et dans ce climat étouffant, où les gens puisent dans leur toute dernière réserve pour trouver cette petite lueur d'espoir, on peut se demander combien de pression la société peut encore supporter avant d'exploser pour de bon. C'est la grande question. Merci beaucoup pour l'écoute attentive de cette plongée complexe au cœur de l'actualité.
Gardons toujours un esprit critique face au flux d'informations et aux discours officiels et continuons de questionner ce qui se passe sous la surface. À très bientôt pour une nouvelle analyse.